Et donc on a commencé par regarder un peu votre compte LinkedIn et on a vu que vous aviez un parcours, assez originel, donc qui commençait, avec, un doctorat en pharmacie et qui, passe aussi par un master en management, à l'EM Lyon et aussi avec des expériences professionnelles, variées comme, la cofondation, de Transifarm, donc une start-up, mais aussi, aujourd'hui un rôle chez Newfund. Donc est-ce que vous pouvez un peu, nous parler, de ce changement, d'études entre la pharmacie et l'école de commerce? Pour commencer. Ouais, donc donc je fais mes études à Lyon et c'est une des spécificités de la fac de pharmacie de Lyon, c'est qu'historiquement elle est très ouverte aux partenariats et double diplôme. Alors, on a un double diplôme en place avec les écoles d'ingénieurs, pour être pharmacien ingénieur. Il y a ce double diplôme pharmacien école de commerce et ils ont lancé depuis que moi j'ai fini mes études un double diplôme avec Sciences Po aussi. Euh, donc j'avoue que je sais pas si j'aurais pensé par moi-même dès le début de faire ce double diplôme, mais ça permet au moins d'éveiller un peu les consciences et si on est curieux, de voir un peu ce qui se passe. Donc on nous a parlé de cette formation moi dès ma première année, donc moi c'était encore le système PACES à l'époque, commune avec médecine, dentaire et formation médicale. Et directement ça m'avait quand même intéressé. Puis dans le cursus de pharma, il y a un certain nombre de stages obligatoires en pharmacie d'officine. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément fait pour moi et je me suis intéressé de plus en plus à l'entrepreneuriat, notamment et en tout cas assez rapidement, je savais que c'était plutôt du côté business. Euh, Ce que j'ai fait, c'est que un peu comme vous, je me suis impliqué dans différentes assos. Mon côté, c'était l'asso des anciens étudiants, avec laquelle j'ai pu échanger avec plutôt des gros groupes pharma. Je me suis rendu compte, pareil, que c'était pas trop ce qui m'intéressait, mais plutôt le côté entrepreneuriat une fois de plus. Ça a un peu confirmé mon premier sentiment. J'ai pu monter quelques projets en lien avec l'entrepreneuriat en santé. Et c'est après que j'ai décidé de rejoindre le M Lyon parce que je me suis rapidement rendu compte que si je voulais prendre cette voie-là, ce monde de l'entrepreneuriat, ça serait pas suffisant d'avoir uniquement un diplôme de pharmacien. Donc j'ai fait un double diplôme donc en 3 ans, un programme grande école à l'EM Lyon suite à ça, grâce au partenariat donc qui est entre la faculté de pharmacie de Lyon et l'EM Lyon. Et donc je me suis créé un track en fait à l'EM Lyon assez spécifique entrepreneuriat et finance, où donc j'ai suivi un programme qui s'appelle Parcours Startup de l'EM Lyon. Où en fait on est accompagné dans la création d'une entreprise. Et donc c'est là où j'ai créé Transifarm. Le but c'était d'accompagner les pharmaciens à mettre en place une stratégie d'RSE dans leur officine, permettant de leur montrer qu'il y avait un levier de création de valeur en amenant de la RSE d'un point de vue économique, mais aussi marque employeur, et de les éduquer un peu à ces sujets-là. Et suite à ça, donc j'ai pris un track plus finance parce que donc c'est ce qui m'a amené à rejoindre la BPI pour sur le côté accompagnement d'entrepreneurs en santé toujours. Et après derrière de rejoindre Newfund, peut-être qu'on détaillera un peu plus précisé dans tout ça. Et donc pour revenir, sur la création de votre start-up Transifarm, quelles ont été, les principales, difficultés, concernant le lancement et tout, le processus, de cette start-up? Déjà, ce qu'on sous-estime pas mal, je pense, c'est le côté validation du besoin, où on a, euh, on a l'impression d'identifier quelque chose, mais entre le moment où on pense à avoir identifié quelque chose et le moment où on a vraiment validé et que on se dit ouais, on se lance dans vraiment la construction d'une solution. Ça prend quand même pas mal de temps, ce moment d'interview et pas mal de doutes et d'ajustements en fait au fur et à mesure des feedbacks qu'on peut recevoir. Et, euh, et en fait, pendant tout le chemin, il y a plein de choses qu'on sous-estime. Après, c'est une boîte que j'ai créée assez rapidement, sans expérience professionnelle précédente. Donc j'imagine que aussi ça peut être différent en fonction des parcours, mais dans notre cas, pas mal de choses qu'on sous-estime et qu'on découvre un peu au fur et à mesure du chemin. Et donc à chaque fois, il faut s'adapter, il faut essayer d'ajuster et, euh, et, et de faire évoluer l'offre, faire évoluer le projet en fonction des retours qu'on reçoit. Et ça demande ouais, d'être pas mal obstiné et de croire au projet, parce que sinon, je pense qu'il y a plein de moments où on a envie de lâcher assez facilement. Ouais. C'est clair. Et concernant du coup votre métier d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez l'expliquer rapidement?
expliquer quelques termes comme par exemple être un VC pour les étudiants qui vont regarder cette vidéo? Ouais, donc il y a beaucoup de jargon dans l'investissement et beaucoup de termes anglais, parce que bon, le métier vient des États-Unis. Donc VC, c'est venture capital, en français, c'est capital risque. Donc dans le grand monde de l'investissement, on va dire qu'il y a deux grandes parties, donc tout ce qui est coté, et donc tout ce qui est en bourse, tout ce qui est non coté, tout ce qui est la grande famille du capital développement donc private equity. Et donc le VC, c'est le tout début, la première brique avec les startups les plus jeunes dans cette partie du non coté. Et moi, au sein du VC, donc ça se redécoupe en VC early stage et VC plus late stage, donc il va se rapprocher plutôt du private equity. Et moi, je suis dans le VC early stage. Donc, je suis le premier. On fait les premiers tickets d'investissement professionnels juste après ce qu'on appelle les friends and family et business angel. On va être les premiers interlocuteurs investisseurs professionnels que la startup va avoir dans sa vie. Et donc, on arrive au tout début de la vie d'une entreprise. Donc, l'idée, nous, c'est de investir de l'argent dans des sociétés contre une part du capital de la société et essayer de maximiser ses chances de réussite à la suite avec un accompagnement. Et comment fonctionne peut-être un fonds en quelques mots. L'argent du fonds, il vient lui-même, personne individuelle qu'on peut investir dans le fonds. Nous, c'est une des particularités à New Fund. On a un fonds, ce qu'on appelle entrepreneurial, avec beaucoup de personnes individuelles qui ont investi dans le fonds, des anciens entrepreneurs, et aussi parfois des institutionnels, comme des mutuelles, des banques, des assurances, etc. Et donc, quels ont été les moments clés qui ont marqué cette évolution professionnelle, qui vous font arriver aujourd'hui à ce poste dans l'investissement? Je pense que à chaque étape, il y a eu un peu quelques apprentissages. Donc il se trouve que avec Transifarm, ça s'est fini parce que au final, il y avait pas vocation de poursuivre. Euh, et donc je savais que je voulais rester dans le secteur de l'entrepreneuriat, euh, mais plutôt côté finance, avec ce que j'avais pu un petit peu entrevoir via les discussions. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette expérience au sein de BPI France Le Hub, parce que moi j'étais entre les VC et les entrepreneurs et au contact des deux. Je m'étais dit que c'était une bonne façon de à la fois continuer de découvrir l'écosystème startup français et aussi de mieux comprendre un peu ce côté VC, euh, tout en restant proche de quelque chose que je connaissais un peu plus, le côté entrepreneurial, le côté startup et le early stage. Et donc ça m'a permis d'être un premier pied côté VC parce qu'on est vraiment à l'interface entre les deux quand on est dans ce poste de piloting partner, on échange avec les VC et on essaie d'accompagner les startups dans lesquelles il y a eu un investissement par un des fonds, donc dans le cadre de BPI, donc un des fonds de BPI France, nous on intervient juste après l'investissement pour accompagner la startup dans ces problématiques. Donc ça permet d'être en contact avec les VC, mieux comprendre un peu comment ça marche, comment commencer à comprendre un peu comment marche le processus d'investissement et les enjeux associés. Et donc après avoir fait donc un stage et avoir poursuivi un petit peu après derrière, j'avais envie juste de tester ce que ça pouvait te donner de passer de l'autre côté, et passer côté investissement. Ça me tentait bien au vu des échanges que j'avais pu avoir en interne avec les différents fonds. Et après donc c'est comme ça que j'ai rejoint New Fund, qui correspondait aussi bien avec ce que j'avais fait précédemment. Donc je suis resté dans plutôt des startups jeunes, toujours en santé. Je trouvais qu'au vu de mon background c'était quand même plus cohérent. Et, euh, et en plus, peut-être la petite frustration qu'il y avait avec BPI, c'était que on était uniquement avec des boîtes françaises, forcément, et New Fund des franco-américains. Donc en santé, les États-Unis, 70% du marché. Donc ça fait quand même sens d'avoir au moins un œil sur ce qui se passe sur le marché américain. Et moi, ça m'intéressait beaucoup. Et donc ça a fini de me convaincre, de me dire que New Fund, c'était un bon fit pour commencer à découvrir ce que c'était le VC. Merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu New Fund en général, notamment au niveau de son historique, de ses différents fonds et stratégies, pardon, et d'implantation géographique? Donc New Fund existe depuis plus de 15 ans, avec une activité qu'on appelle secteur agnostique, tech, donc généraliste. On a investi dans plein de secteurs différents. Euh, Early stage uniquement, donc ce qu'on appelle le seed. Donc c'est, comme je disais précédemment, c'est les premiers investissements professionnels. L'implantation américaine est venue quelques années après le lancement, mais assez rapidement.
Et donc maintenant, on investit donc en seed à la fois en France et aux États-Unis via différents véhicules d'investissement. Donc un fonds principal qui est le fonds secteur agnostique français, on a un fonds secteur agnostique américain, on a un fonds régional en Nouvelle-Aquitaine et Pyrénées-Orientales. Et donc récemment, moi quand j'ai rejoint l'équipe, c'était pour le lancement d'un fonds dédié à la santé du cerveau qui s'appelle ECA et qui investit en Europe et aux États-Unis, toujours en seed. Voilà. Justement, concernant ce fonds ECA, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus en détail les types de projets dans lesquels il va être amené à investir et dans quel contexte est-ce qu'il a été lancé? Si je pars du constat, le constat c'est que il y avait la volonté du fonds de créer, après donc avoir fait plusieurs années, plusieurs itérations du fonds généraliste, de créer un premier fonds verticalisé autour d'une thématique. Et la santé a rapidement émergé parce que il y avait une partenaire dans l'équipe avec qui je travaille maintenant qui avait investi beaucoup en santé ces dernières années, qui avait un background en lien avec la santé. Euh, et, euh, et donc la question s'est posée de quoi faire autour de la santé. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a un gros momentum autour des solutions autour du cerveau qui est lié à deux aspects. C'est que on a eu une grande vague dans le passé qui était l'investissement en cancéro, en oncologie, qui aujourd'hui a été largement financé. On a beaucoup avancé sur toutes ces pathologies-là, avec pas mal de traitements qui sont disponibles maintenant sur le marché. Par contre, tout ce qui est euh, les maladies mentales, les démences, les maladies neurodégénératives, on est encore en difficulté pour proposer aux patients des réelles solutions. Euh, et en même temps, il y a un certain nombre de technologies, que ce soit logicielles, qui sont énormément développées au fil de ces années, parce que la health tech et tout ce qui est santé digitale, en réalité en France, ça a commencé à émerger autour des années 2015, donc c'est relativement récent. Et donc depuis ces dernières années, ça s'est vraiment accéléré sur le côté software, avec l'IA notamment, parce qu'on entend beaucoup parler, mais pas que. Et aussi côté aussi hardware, donc tout ce qui est dispositif, si je prends des exemples pour le cerveau, pour aller capter l'information issue du cerveau, pour aller traiter cette information. Donc ça a été un des premiers éléments qui a amené la création du fonds. Enfin, les deux premiers, ça a été donc ce côté volonté de créer un fonds verticalisé, et le deuxième, ce côté momentum. Et le troisième, je dirais, c'est que il y a eu une rencontre entre le fondateur de notre fonds et une fondation santé mentale qui s'appelle la Fondation Fondamentale, qui est une fondation reconnue d'utilité publique en santé pour faire de la recherche fondamentale autour des sujets de santé mentale et de la psychiatrie. Et donc nous, on collabore avec eux, où eux, ils interviennent dans le processus de due diligence pour valider la qualité scientifique des projets qu'on va regarder, des startups. Et nous, en échange, on leur donne une rétribution pour que eux, ils puissent financer leur activité de recherche. Donc c'est un système et c'est une qui est hyper vertueux dans le sens où nous, on trouve notre compte, ils nous apportent beaucoup de valeur, ça nous permet d'investir plutôt dans les startups. Et en même temps, eux, leur côté, ça permet d'avoir une source de revenus stable qui leur permet aussi de financer donc la recherche fondamentale. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les critères qui vont vous motiver à investir dans une startup Brain Tech en particulier? Donc, comme je disais, on est vraiment au début de la vie d'une entreprise, donc souvent, pour que ça devienne un peu plus concret, nous, la startup, elle a pas de revenus, ou très très peu. Elle a parfois pas, enfin souvent pas le produit final. Elle a souvent un premier pré-produit, un premier donc MVP. Euh, donc nous, il y a un critère important qui va être les entrepreneurs, l'équipe entrepreneuriale qu'on a en face de nous. À la fois de voir la cohérence entre ce qu'ils font aujourd'hui, le projet, l'histoire de la boîte, et eux ce qu'ils ont fait précédemment via leurs expériences précédentes ou leur background académique. Ça va être un des points hyper importants. En santé, je pense qu'il y a la nécessité, encore plus que dans d'autres secteurs, de bien s'entourer d'experts du secteur. Et donc ça aussi, si ils ont réussi à attirer les bonnes personnes, donc je pense à des médecins, à des chercheurs reconnus dans leur sujet, le sujet que veut adresser la startup. S'ils ont déjà voulu réussir à attirer ces personnes, c'est que normalement il y a quelque chose d'intéressant, ils sont en train de faire quelque chose d'intéressant.
Et en plus, s'ils sont accompagnés par ces personnes, certainement qu'ils vont faire moins d'erreurs et qu'ils vont apprendre beaucoup plus vite que les autres. Et comme souvent en santé, c'est assez complexe et pas forcément évident parfois. Avoir ces personnes, c'est hyper clé. Nous, c'est quelque chose qu'on va beaucoup regarder. Le fait qu'on soit un fonds franco-américain, ça nous mène à nous intéresser beaucoup au développement de la startup et à son potentiel de développement sur le marché américain. Et nous, c'est quelque chose qu'on regarde assez tôt, en réalité, dans le process, de valider que il y a un plan de développement américain qui va être fait, et, au moins qui est possible. Et donc, ces personnes-là, donc ce qu'on appelle c'est les leaders d'opinion qui vont conseiller la startup, typiquement, s'il y a déjà des leaders d'opinion de niveau internationaux basés aux États-Unis, ça va être un plus, clairement. Et après, souvent, encore une fois, au début, le business model, il peut être encore un peu à définir. Il y a des choses qui ont été testées. Le marché, souvent aussi, il paraît petit au début parce que forcément, on va attaquer là où on veut répondre aux besoins le plus fort pour commencer et pour commencer à faire de l'attraction. Mais ça, c'est pas forcément un problème parce qu'on sait que les tailles de marché, elles peuvent grossir dans un temps d'eux. Donc nous, on va vraiment se concentrer sur le produit. Le deuxième point après l'équipe, c'est vraiment le produit, parce que tout simplement, voir ce qu'on a dans les mains au moment où on discute avec la startup. Donc faire un deep dive hyper important sur à quel problème il répond. Est-ce que c'est vraiment un énorme problème côté must-have qu'on va aller rechercher. Euh, Interviewer des personnes ou interroger des personnes qui pourraient être intéressées par utiliser ce produit, comprendre leur motivation et comprendre vraiment à quel point le problème qu'ils résolvent, ils arrivent à le résoudre beaucoup mieux que les autres et pas juste un tout petit peu mieux. Et à quel point ça va changer complètement, que ce soit le parcours patient, le diagnostic ou en fonction du sujet, en tout cas la situation de la personne qui va être utilisateur. Et donc ça va être le plus gros de notre travail, je dirais, et d'aller vraiment dans le détail, de se mettre dans la peau de l'utilisateur et comprendre à quel point ça va changer ses pratiques et ça va lui faire gagner de l'argent, lui faire gagner du temps ou augmenter énormément les chances de survie d'un patient, quoi. Euh, et après, forcément, il y a des considérations plus de comment le deal va se faire. Et donc nous, on investit des montants qui vont de 1 à 3 millions pour donner une fourchette. Donc forcément, il faut que ça soit dans notre range, dans ce qu'on peut faire. Et après, bon, ça, c'est des critères un peu plus factuels, on va dire. New Funds, comme vous l'avez mentionné, c'est un fonds qui a une ambition globale, qui va aller sourcer des startups en Europe, puis les aider à s'implanter aux États-Unis. À quel stade du process est-ce que vous allez intervenir? Est-ce que vous avez des exemples des réussites des startups de votre portfolio dans cette implantation? Et pourquoi un focus sur les pays nordiques? Alors, je laisse le côté pays nordique pour la fin. Sur le côté américain, euh, donc maintenant, c'est devenu un élément quasi central de la thèse, c'est-à-dire que dès qu'on investit dans une société, il faut qu'il y ait un plan de développement américain. Donc pourquoi? C'est parce que dans les premières sociétés dans lesquelles on a investi, le constat qui a été fait, ça a été que celles qui ont le mieux réussi, c'est celles qui sont allées assez vite aux US, euh, c'est-à-dire avant la série A, donc avant d'avoir un produit en Europe qui a déjà pas mal de traction. Parce qu'en fait, souvent, l'erreur que peuvent faire les startups, c'est se dire qu'une fois qu'elles ont réussi en Europe, elles vont aux US et elles vont répliquer le modèle et tout va bien se passer. Mais en réalité, en fait, il y a des différences culturelles qui sont bien trop fortes, des différences dans l'organisation en général et dans les besoins qui sont bien trop forts. Et en fait, elles se retrouvent à devoir quasiment créer un nouveau produit pour le marché américain. Et c'est là où, en fait, elles atteignent le plafond de verre européen et elles se retrouvent un peu coincées. Donc nous, suite à ce constat, celles qui étaient parties directement aux US, qui avaient trouvé leur product market fit aux US en premier, et après étaient revenues en Europe, on a essayé de mettre en place ça. Donc on a une équipe aux US, comme je disais tout à l'heure, qui permet donc à cette double casquette à la fois d'investissement mais d'accompagnement des startups. Puis après on a des personnes qui peuvent accompagner aussi de notre réseau qu'on va aller solliciter pour accompagner les startups sur des sujets particuliers d'implantation. L'exemple historique qu'on a, c'est Aircall, c'est la société de notre portefeuille qui est aujourd'hui la plus grosse ligne du portefeuille qui est donc une licorne et eux sont développés aux États-Unis et qui maintenant se débrouillent très très bien. Et après donc la deuxième question c'était sur le côté Nordics. Oui, c'est ça. Euh,
Donc, ça a été impulsé par notre fonds ECA, donc dédié aux technologies du cerveau. Euh, C'était que comme on se lançait sur un fonds qui était verticalisé, qui était sur une thématique précise, il a fallu qu'on aille voir ailleurs un peu ce qui se passait aussi, pour avoir accès à un plus grand nombre de startups. Euh, et on a décidé de commencer à creuser les pays nordiques. On avait fait d'autres tests sur d'autres géographies comme l'Espagne, le Portugal, la Suisse. Et moi, donc, je suis en charge des pays nordiques. Et le constat que j'ai eu, c'est que il y a de la très bonne science, il y a des très belles universités, il y a des euh, très beaux centres de recherche avec donc avec des personnes formées et de très bon niveau. Et à la fois un écosystème entrepreneurial qui est présent avec des business angels qui sont là pour soutenir et supporter les startups au tout début de leur vie, donc avant nous, avec des subventions gouvernementales pour soutenir la recherche qui existe, comme un peu ce qu'on peut voir en France. Donc, et à la fois, comme leur marché domestique est relativement faible, que ce soit donc chaque pays individuellement dans les pays scandinaves, euh, ils ont la volonté de rapidement penser global et notamment de se tourner rapidement vers les États-Unis. Pas mal d'exemples de réussite qui ont montré ça, avec de startups qui sont parties directement aux États-Unis comme Oura et les Oura Ring, où eux, c'est une boîte finlandaise, mais ils ont pensé direct au produit global. Donc ça, c'est dans la culture entrepreneuriale quand même nordique, de se dire, de toute façon, notre pays, on sait qu'il est trop petit, ça va peut-être être bien au début pour tester, itérer au tout début de la solution, mais en fait, dès que je rentre en phase de commercialisation, il faut que je réponde aux enjeux du marché américain. Donc nous, ça marche extrêmement bien avec notre thèse, puisque nous, donc, on arrive là avec une proposition pour les soutenir dans ce développement. Et donc ça, c'est vraiment une des fondations de, la, de notre fonds BrainTech ECA, qui est de se dire, on prend une science qui est développée en Europe, qui est solide, qui est robuste, et on va les accompagner dans la commercialisation aux États-Unis, là où l'opportunité de marché est plus importante. Merci. Et enfin, est-ce que vous pouvez développer sur les applications des technologies de rupture, notamment la data et l'IA aux sciences cérébrales? Alors, si je prends l'exemple de l'EEG, donc de l'électroencéphalogramme, donc ce qui capte l'activité électrique du cerveau. Ça fait plein d'années qu'on l'utilise et donc le résultat, c'est des courbes qui représentent l'activité électrique du cerveau captée de plusieurs points. La lecture se faisait aujourd'hui, enfin dans le passé, on va dire, par le clinicien qui regardait les courbes, la forme des courbes, et en fonction de la forme, qui déduisait ou qui pouvait se mettre sur la piste potentiellement d'un diagnostic ou qui pouvait identifier une première pathologie. L'arrivée de justement toute cette data qui a été stockée, aujourd'hui, il y a des startups qui les réutilisent et qui, en mettant par-dessus une couche IA, arrivent à identifier des patterns dans toutes ces courbes et dans toute cette masse de données qui sont pas du tout visibles à l'œil nu, et donc permet d'identifier des signes précoces d'une maladie et permet d'identifier avant que la maladie puisse être vue, que ce soit via des tests biologiques ou via de l'imagerie. Donc, tests biologiques, c'est tout ce qui est prise de sang et tout ce qu'on peut voir dans les prises de sang et imagerie IRM, par exemple. Donc, pouvoir en avance qu'il y a un patient qui a un risque ou qu'il y a quelque chose qui a l'air un petit peu bizarre et qui aiguillerait sur un tout début d'une maladie. Ça, on le voit beaucoup pour tout ce qui est démence, type maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson. Et on sait maintenant, et donc ça arrive, c'est là où je dis qu'il y a le momentum, c'est qu'à la fois donc ces technologies maintenant elles sont matures pour identifier, les données commencent à être présentes, puisque et elles sont de façon structurée, puisque justement ça fait quelques années qu'on a éduqué un peu même le monde de la recherche, même le monde de la santé qui est parfois en retard aux nouvelles technologies. Et en même temps, il y a une compréhension aussi scientifique qui arrive à un moment où on est mature, on comprend de mieux en mieux le cerveau. Et donc, on sait que la maladie d'Alzheimer, typiquement, elle peut être détectée 15 à 20 ans avant. On sait que les premiers signes de la maladie d'un point de vue biologique, ils arrivent 15 à 20 ans avant que le diagnostic soit posé. Et on sait que les médicaments qui existent aujourd'hui sur le marché, ils seraient beaucoup plus efficaces si on les mettait direct et ils permettraient de réduire énormément le déclin associé à la maladie.
Et donc, si on croise tout ça, on sait que donc maintenant, grâce à ces patterns qu'on va pouvoir trouver dans la donnée qu'on a réussi à récolter, identifier précocement une maladie, et donc mettre en place potentiellement ou des tests diagnostiques pour confirmer beaucoup plus vite, ou mettre des patients sur un parcours adapté avec donc des traitements adaptés à leurs besoins, une prise en charge, un suivi qui va permettre de réduire énormément le déclin. Donc c'est pour ça qu'il y a ce côté momentum avec à la fois toutes les solutions digitales, euh, la science qui commence à être mature, la donnée qui est présente, et c'est là où ça devient hyper pertinent. Merci beaucoup pour cette réponse. Du coup, vous avez déjà évoqué un peu le thème de la psychiatrie, mais est-ce que vous pourriez revenir sur, selon vous, quel rôle doit jouer la brain tech par rapport à la santé mentale, parce que c'est quand même une thématique qui est de plus en plus importante aujourd'hui. Ouais, clairement, la santé mentale, c'est à peu près 1% du PIB. Donc pour dire en termes d'impact, c'est énorme. Le Covid a permis d'augmenter l'éclairage sur la pathologie. Là, ça a été nommé comme grande cause nationale. Donc il y a vraiment une ouverture des yeux sur les enjeux et surtout une déstigmatisation, je pense, de la pathologie. Parce qu'avant, je pense qu'il y avait beaucoup de problématiques où les gens ils n'osaient pas en parler. Maintenant, ça va de mieux en mieux. Et donc le constat qu'on fait, c'est que l'accès, aujourd'hui, ce qui est limité, c'est que l'accès à des personnes qualifiées, des psychologues, des psychiatres, mais forcément, il y a un nombre fini de psychologues et de psychiatres en France, mais comme maintenant les gens ils sont beaucoup plus conscients que ces maladies existent, bah, ils ont beaucoup plus le réflexe de se dire bah, je vais aller consulter ou je vais aller essayer de voir quelqu'un pour aller mieux, tout simplement. Mais comme par contre, de l'autre côté, bah, le nombre de professionnels de santé, lui, il est fini et il bouge pas, bah, forcément, les journées font 24 heures, ils peuvent voir le maximum de patients qu'ils peuvent dans une journée, mais c'est limité. Donc là où tout ce qui est solutions digitales sont hyper pertinentes en santé mentale, euh, c'est pour non pas remplacer forcément les médecins, mais être là en support entre les séances, quand les séances parfois, ou avant la première consultation, pour éviter que le patient, en fait, on sait qu'il y a un problème, mais avant qu'on mette en place les séances de thérapie, ça prend du temps et pour pas qu'il se retrouve livré à lui-même et que potentiellement son état se détériore, commencer à lui proposer des outils qu'il puisse faire tout seul, qu'il puisse faire à la maison. Il y a plein d'outils qui ont été validés et qui reposent en fait sur des types de thérapies qui sont faites en consultation, qui ont été adaptés sur des versions numériques où le patient il peut le faire tout seul depuis chez lui quand il veut. Donc ça déjà, ça permet de proposer une solution quand il y a trop d'attente, proposer une solution entre les séances. Nous, par exemple, on a investi dans une startup qui ambitionne de développer un jeu vidéo contre la dépression. Et eux, ce qu'ils montrent, c'est que même dans des cas assez avancés, en complément du traitement, ils arrivent à améliorer l'effet du traitement, parce que c'est des mécanismes d'action qui sont totalement différents. En fait, ça crée une synergie entre l'effet du traitement d'un côté et l'effet de la thérapie digitale de l'autre. Et donc, les deux vont se combiner pour améliorer encore plus l'état et donc la diminution des symptômes du patient. Donc, c'est un peu les deux volets, à la fois proposer des solutions quand c'est pas possible, ou en complément, quand les solutions qui existent actuellement médicamenteuses ne suffisent pas, ou quand le patient a tout testé, il n'y a plus rien qui marche. Ça aussi, ça peut être utile. Et après, de la même façon que je citais pour les maladies neurodégénératives, il y a plein de projets qui essaient de prévenir, enfin détecter plus précocement les maladies et aussi sur le volet suivi, parce que on sait que si je prends par exemple la dépression, s'il y a eu un état de dépression très sévère, hyper avancé, malheureusement le patient derrière il va être suivi, mais il y a un risque qu'il rechute et c'est relativement fréquent. Et avec des consultations qui sont tous les 6 mois, c'est compliqué de suivre précisément dans quel état est le patient. Et quand on lui demande, si on le voit quand à un moment il va bien, il va dire que tout va super. Peut-être qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Donc ça aussi, ça permet en fait de rendre plus efficace et plus efficient le temps passé par les professionnels de santé. Ok. Donc, un rôle assez important. Euh, donc, est-ce que plus généralement, pour vous, ce serait quoi les principales opportunités et les principaux défis du secteur de la brain tech? Je pense que il y a la BrainTech a les mêmes défis que la santé en général.
sur le côté où on a toujours beaucoup d'interlocuteurs, dans le sens où on a le patient qui va utiliser ou à un moment oui, qui va utiliser la solution, le professionnel de santé qui va devoir la prescrire et accompagner le patient dans la solution. Et de l'autre côté, le payeur qui est l'assurance mutuelle ou le gouvernement, le système de santé public. Euh, et dans ce schéma, il faut que tout le monde arrive à trouver son compte, tout le monde comprenne la pertinence de la solution et il trouve quelque chose d'intérêt pour lui. Et donc d'avoir sur une même solution réussir à proposer donc à ces trois personnes des éléments motivationnels suffisants pour que le médecin il ait bien envie de prescrire la solution, qu'il pense à la solution au bon moment, parce que maintenant entre toutes les thérapies qui existent, médicamenteuses et autres, il peut pas penser à tout le temps, et que donc là dans une situation donnée il arrive à y penser, que le patient il arrive aussi à adhérer à la solution dans le temps quand c'est sur plusieurs semaines parfois qu'il faut suivre euh, des thérapies par exemple, il faut le motiver, il faut lui donner envie. Et en même temps que le système de santé, lui, il trouve son compte. J'ai donné des exemples précédemment sur quel peut être l'apport des solutions digitales, mais parfois ça paraît évident entre guillemets, mais, euh, mais pour un système qui doit rationaliser ses dépenses, il faut montrer clairement que justement on soigne mieux et moins cher, ou que pour le même prix on fait vraiment beaucoup mieux. Et ça, il faut arriver à amener de la data. Et c'est le challenge, je pense, qui est important en santé, c'est que pour faire de la donnée qui est validée par des revues scientifiques sérieuses et par un peu la communauté médicale scientifique en général, ça prend beaucoup de temps, c'est des processus d'essai clinique qui est assez long. Euh, et donc ça peut, c'est là où il y a la complexité entre les enjeux d'une startup et d'une entreprise qui a besoin de rapidement montrer de l'attraction commerciale, rapidement montrer qu'il y a un intérêt du marché, et de l'autre côté, ce côté validation scientifique qui lui peut prendre beaucoup de temps. Donc il y a un désalignement un petit peu à ce moment-là en termes des timings attendus pour ces deux enjeux. Donc c'est là où il faut être un petit peu inventif et réussir en tant que startup, continuer à montrer qu'il y a un intérêt tout en créant des fondations solides pour être validé par le marché, par la communauté médicale et scientifique. Et est-ce que est-ce que vous pourriez nous présenter quelques startups dont les projets vous ont particulièrement marqué? Je peux vous présenter les startups de notre portefeuille, vu Ah oui, que aussi. si on a investi, c'est que c'est qu'on a quand même bien aimé. Donc la startup dont je parlais, qui s'appelle Solitude ETX, qui est une boîte finlandaise qui développe cette thérapie digitale pour la dépression via un jeu vidéo. Euh, donc voilà, qui répond tout à ce besoin en complément du traitement, entre les séances, le patient chez lui, euh, qui peut se soigner, on va dire, tout seul via un mécanisme d'action qui est vraiment différent du médicament. On a donc nous, la façon dont on voit la brain tech, c'est de façon assez large. Donc c'est à la fois ce côté santé mentale, mais à la fois le côté tout ce qui est neurologie, j'en parlais avec la démence. Maintenant, tout ce qui est la neurologie, il y a aussi le monde de l'AVC. Et donc c'est un gros problème de pareil, détecter plus vite l'AVC pour prendre en charge plus vite les traitements et accompagner une fois que pour les survivants. Donc on investit dans une startup qui fait une genouillère motorisée pour assister à la marche. Les patients, donc c'est les patients qui ont de la difficulté pour marcher parce qu'après un AVC, ils ont les séquelles de leur AVC. Donc il y a cette petite genouillère avec un moteur donc léger qui va leur apporter une propulsion pour pouvoir marcher plus longtemps, plus loin. Donc ça aussi, on en parlait tout à l'heure, mais c'est un exemple de startup qui maintenant se développe aux États-Unis. Ils ont le CEO a déménagé aux États-Unis, ils visent comme premier marché le marché américain. On a aussi investi dans une startup qui va analyser les images vasculaires pour pouvoir prévenir donc le risque d'AVC en automatisant un certain nombre de mesures et va faire un jumeau numérique donc du système vasculaire du patient. Et donc d'une consultation à l'autre, va prendre certaines mesures un peu clés à certaines artères, à certains endroits, et va voir s'il y a un début de dilatation d'une artère qui serait le premier signe en fait précoce d'un AVC. Et donc c'est comme ça ça peut être une solution donc digitale donc basée sur l'IA pour identifier plus vite l'AVC. Euh, et après on a investi donc nous on fait pas de molécules actives au sein du fonds,
fait pas de thérapeutique, de médicaments, parce que ça, c'est vraiment tout un autre métier. Nous, on est vraiment sur le côté digital, mais on peut faire aussi tout ce qui peut s'approcher de la molécule active. Donc, par exemple, on a investi dans une société qui produit une machine qui permet donc d'encapsuler de l'ARN thérapeutique. Et un thérapeutique, c'est ce qui a été utilisé pour le Covid. Et afin donc de délivrer les médicaments dans le cerveau. Donc, c'est créer des petites billes de lipides avec l'ARN dedans et permettre d'atteindre le cerveau, parce qu'il y a plein de challenges pour atteindre le cerveau, parce que comme c'est un organe très important qui permet de faire plein de choses, le corps a mis en place plein de choses pour le protéger avec des barrières. Et donc là, ça permet de traverser cette barrière. Et donc ça, c'est aussi un exemple de startup qui n'a pas adressé peut-être le patient directement comme la précédente, mais qui va, donc la précédente, elle a adressé les problématiques du professionnel de santé. Et eux, ils accompagnent la production des médicaments, donc ils vont accompagner les laboratoires pharma notamment dans la production de leurs médicaments. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Oui, bah, c'est déjà des exemples très très intéressants. Et là, une question assez générale, mais qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Ouais. Je pense que ce qui me vient direct à l'esprit, c'est le côté diversité. On voit plein de choses différentes toute la journée euh, et, euh, et ça, c'est hyper plaisant et stimulant. On a surtout en interlocuteur des personnes qui sont passionnées et qui sont animées par leur projet. Ça aussi, super agréable par des gens qui ont envie de changer les choses et qui mettent en place des choses concrètes et qui dédient tout leur temps, toute leur énergie pour ça. Donc ça, c'est ici aussi hyper passionnant. Et je pense qu'il y a aussi, comme on intervient très tôt dans la vie des entreprises, ce côté on peut avoir un impact sur la société, puisqu'après on va les accompagner dans la durée au maximum. Et ces sociétés, elles ont pour vocation de faire des gros changements, de changer ou les pratiques médicales, sauver ou accompagner ou améliorer grandement la qualité de vie des patients. Donc il y a quand même ce côté impact global qu'on peut avoir sur le monde réel, qui parfois, je pense, vu de l'extérieur, dans le grand monde de la finance, on peut se dire, on est un peu déconnecté en fait de l'économie réelle, etc. Et dans mon cas, pas du, enfin, en tout cas dans le VC early stage, et quand on investit dans des projets qui font du sens pour nous, pas du tout, parce qu'en fait, on est dans des problématiques concrètes, on a des solutions qui sont pertinentes sur un marché, et on peut vraiment changer la vie des gens, la prise en charge, d'une certaine façon, un peu sauver des gens, quoi. Et donc ça, je pense que c'est aussi hyper gratifiant, le côté de se dire, j'ai un réel impact sur l'économie réelle et je suis pas juste en train de faire quelque chose qui est totalement déconnecté de la réalité. Voilà, c'est les éléments principaux. Oui, bah, ça va donner un sens à son activité. Je pense que c'est de plus en plus recherché et C'est clair. c'est hyper intéressant comme aspect. Et si vous deviez donner des conseils justement à des étudiants qui souhaiteraient entrer dans cette industrie, ce serait quoi vos conseils Alors, déjà, il y a beaucoup de ressources en ligne, de podcasts, d'articles qui existent pour mieux comprendre le secteur, parce que c'est vrai que de l'extérieur, je pense qu'au début, ça peut paraître un peu opaque ou un peu difficile à comprendre, mais il faut pas hésiter à se plonger dedans. Euh, le mieux, je pense, pour découvrir l'investissement, c'est dans une première expérience. Je pense que c'est compliqué de directement en première expérience professionnelle de faire un stage en VC et c'est normal. Donc je pense que le premier pied, si vous avez un intérêt pour ce secteur, ce serait de bosser en start-up sur un sujet qui vous intéresse tout simplement. Déjà, ça permet de mieux comprendre comment les enjeux d'une startup et voir si ça vous plaît. Parce que nous, moi aujourd'hui, je suis en échange toute la journée avec des entrepreneurs, donc c'est quand même mieux si on arrive un peu à se mettre dans leur position et mieux comprendre leurs enjeux. Sinon, c'est aussi être dans les structures d'accélération qui peuvent exister, accélérateurs, incubateurs, etc. Pareil, ça a l'avantage de donner une bonne overview parce qu'on voit plein de projets en parallèle. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on retrouve un peu ce côté satisfaisant, le côté métier de VC, de passer d'un sujet à l'autre et
avec des diversités d'enjeux et à chaque fois un peu, parfois même selon les accélérateurs qui sont sur plusieurs industries ou plusieurs secteurs, devoir comprendre à chaque fois un nouveau secteur et de se replonger dedans et faire un peu son travail aussi de son côté pour essayer de monter en compétences. Donc ça, je pense, ça peut être aussi un bon accélérateur. Et après, le mieux, ouais, est de s'intéresser, je dirais, au global, à cet écosystème-là, à ce qui s'y passe, aux tendances, aux rachats qu'il peut avoir, aux startups aux levées de fonds qui se passent. Ça permet aussi de mieux comprendre. C'est un secteur qui est hyper dynamique. Donc, je pense qu'il y a quand même vraiment une nécessité de se tenir au courant de ce qui se passe et des actualités pour être pertinent. Voilà.